Voilà, bienvenue à toutes et tous. On est près d'une cinquantaine pour l'instant, mais les personnes arrivent encore. Donc je vous souhaite la bienvenue, en tout cas. Bienvenue pour ce dernier webinaire de ce semestre. Nous les avons commencés pendant l'université du réseau des référents handicap en mars, et puis après on est parti dans notre lancée avec les webinaires suivants d'avril à juin. Nous avions proposé plusieurs webinaires selon trois thématiques, on va dire, la thématique accessibilité numérique et compensation du handicap. Et ce webinaire-là a été s'est tenu en fait. Il y a déjà eu une première session le 12 avril de mémoire. Et vu le nombre de sollicitations, vos messages nous ont incité avec Philippe à reconduire ce webinaire. Donc je tiens vraiment à remercier Philippe Trottin qui va se présenter tout de suite après pour vraiment sa disponibilité et voilà, et toujours être au rendez-vous pour répondre positivement à toutes nos invitations. Et merci aussi pour la qualité de ses présentations et son expertise sur le sujet. Voilà, c'est le monsieur handicap de Microsoft. Avec Et plaisir, c'est Sandrine. notre ressource sur l'accessibilité numérique. Donc voilà. Alors avant de te donner la parole, Philippe, juste te redire comment on va s'organiser. Donc là, on est 1 heure et demie ensemble et on débordera peut-être de 10 minutes et on aura des temps où vous pourrez poser vos questions après chacune des grands chapitres, chacune des présentations de Philippe. Et en fin de webinaire, je vous présenterai les ressources handicap formation qui sont vraiment les acteurs à connaître sur vos territoires auprès desquels vous rapprochez. Donc voilà, on aura 5 minutes de présentation et puis je pourrais vous dire un mot sur les précédents ateliers et où vous procurez les ressources. Voilà. Philippe, je te donne la parole. Eh bien, merci Sandrine pour l'introduction. Donc, effectivement, je suis Philippe Trottin. Je suis à la fois le référent handicap de Microsoft France et aussi directeur de l'accessibilité numérique. Donc, mon métier consiste principalement à faire un peu ce qu'on fait ce matin, c'est-à-dire vous présenter les solutions qui existent déjà dans les solutions logicielles que vous avez probablement déjà, qui sont des solutions Microsoft autour de Windows et d'Office, mais ça concerne aussi les grandes entreprises, ça concerne aussi les associations. Donc voilà, on essaye globalement de permettre que ces outils numériques puissent permettre à tous finalement d'utiliser les solutions digitales dans les meilleures conditions possibles. On va aujourd'hui regarder un sujet autour donc du numérique et de la pédagogie inclusive, sachant que je vais faire beaucoup de démonstrations. Donc, il y a quelques slides d'introduction pour vous présenter un peu le contexte, mais on va principalement faire des démonstrations d'outils parce que je pense que c'est ce qui est le plus pertinent et ça vous permettra de votre côté également de pouvoir pratiquer ces outils et de pouvoir voilà, les utiliser au mieux pour vos formations ou dans d'autres tâches sur lesquelles vous travaillez. Dans un premier temps, donc, on va faire une petite introduction sur les enjeux de l'accessibilité numérique dans un contexte, voilà, alors j'ai mis école, mais dans un contexte de formation pour être plus large. On va regarder également comment on peut créer des contenus accessibles. Et puis, on va faire un petit focus aussi sur l'utilisation de Teams pour ceux qui utiliseraient Teams dans un contexte de formation à distance, par exemple. On va regarder comment l'utiliser au mieux dans un contexte aussi d'inclusion. Alors, pour commencer, les enjeux de l'accessibilité, si on regarde un petit peu, le principe de base, c'est qu'en définitive, dans les formations ou dans un environnement collaboratif professionnel, voire un système éducatif aussi, ça va marcher aussi même chez les enfants, on est finalement tous différents. On a des personnes qui vont être porteuses d'un handicap permanent. Donc, c'est celles qui seront, par exemple, suivies par les missions handicap dans les entreprises. Mais on va aussi considérer que une personne sur deux au cours de sa vie va être touchée par un handicap temporaire, hein, que ça soit lié à un accident, que ça soit lié à une maladie invalidante, que ce soit lié à la vieillesse, parce que quelque part, voilà, on peut être touché par des problèmes de vision, d'audition ou d'autres difficultés quand on commence à prendre un peu d'âge.
Et puis, on a aussi ce qu'on appelle du handicap situationnel. Donc, le handicap situationnel, c'est l'environnement dans lequel on évolue qui peut nous handicaper. Et dans cet environnement, on va considérer à la fois voilà, des problèmes relatifs, par exemple, pour la vision à un environnement très, très clair ou au contraire très, très sombre, ou un environnement extrêmement bruyant qui s'apparente à des problématiques auditives. Mais ça peut être aussi des problématiques de langue, et ça, on va le rencontrer beaucoup dans des formations sur lesquelles on peut avoir des gens qui sont d'origine étrangère, qui ne parlent pas forcément très, très bien français, et qui vont avoir besoin finalement, lorsqu'on va leur dispenser un cours, lorsqu'on va dispenser du contenu, de leur permettre d'adapter ce contenu ou d'adapter, entre guillemets, le discours que l'on a pour qu'ils puissent suivre dans les meilleures conditions finalement ce que l'on veut leur expliquer. Et puis en fait, quand on va parler d'accessibilité, on a tous des préférences, puisqu'on va chacun de son côté régler son ordinateur en fonction de ses besoins. Des gens préfèrent des environnements sombres, d'autres préfèrent des environnements un peu plus clairs. Certains vont utiliser certaines polices de caractère, voilà, qui sont leurs préférences avec certaines tailles, etc. Pareil, quand on envoie des mails, certains vont avoir tendance aussi à choisir leur police de caractère. Donc, tout ça fait que finalement, on a besoin d'adapter ces environnements digitaux à tous. Et donc, à travers l'accessibilité numérique, on va essayer finalement de simplifier toutes les interactions que l'on peut avoir, soit avec son environnement digital, donc son ordinateur, sa tablette, son téléphone, sa console de jeu éventuellement, si on va au-delà de l'ordinateur. Et on peut aussi avoir des situations où l'ordinateur ou le téléphone va être un média d'échange entre deux personnes. Je vais donner un exemple. Vous dispensez un cours, vous parlez, une personne en face a des problèmes auditifs. Bah, le fait de rajouter du sous-titrage va lui permettre de sortir de sa difficulté ou en tout cas d'améliorer sa compréhension de ce qu'on va lui expliquer. Et donc là, l'ordinateur, en l'occurrence, le sous-titrage, va être le média d'échange entre deux individus. Voilà. Donc c'est soit j'ai besoin d'utiliser mon ordinateur, soit je vais utiliser mon ordinateur pour mieux parler ou mieux échanger avec un autre ou une autre. Ça concerne à la fois l'accessibilité, ça concerne à la fois ce que l'on va rencontrer dans les entreprises autour de sujets divers, d'applications inclusives, de services. On a aussi besoin de recruter des talents en situation de handicap et on a besoin de leur créer un environnement accessible. Mais ça va concerner aussi des enjeux scolaires pour les enfants, par exemple, le fait de créer des contenus accessibles, de pouvoir faire de l'inclusion scolaire. Et puis ça va concerner aussi ce que l'on fait à la maison à travers les outils de communication, le fait de pouvoir naviguer sur des sites internet, de pouvoir jouer à des jeux vidéo, tout ça, quelle que soit la situation dans laquelle on est, que l'on soit porteur d'un handicap ou d'une difficulté particulière. Donc, dans les participants à nos formations, on va avoir énormément de situations à adresser. Et donc, bien entendu, ce n'est pas le formateur qui va devoir finalement s'adapter à toutes les situations. Le formateur, il va devoir finalement avoir un certain nombre de règles qu'il va suivre, qu'il va mettre en pratique, de façon à ce qu'il permette à toutes les diversités de participants de pouvoir au mieux utiliser leurs solutions adaptées pour mieux comprendre et mieux suivre un cours. Donc, si par exemple, en tant que formateur, j'active du sous-titrage, certes, je vais permettre à une personne qui a des difficultés auditives de pouvoir suivre un cours, mais je vais aussi potentiellement permettre à quelqu'un qui, à un instant T, est dans un environnement un peu bruyant et qui pourrait ne pas vous entendre, de pouvoir suivre ce cours. Donc, en fait, les solutions que l'on va mettre en œuvre vont permettre de s'adapter à différentes situations. De leur côté, les participants, eux, vont potentiellement utiliser des outils complémentaires pour pouvoir suivre un cours. Exemple, j'envoie un document à une personne non-voyante. La personne non-voyante va utiliser un lecteur d'écran pour pouvoir consommer ce contenu et donc, elle, de son côté, va utiliser une adaptation qui ne va pas nécessiter forcément du coup que le formateur s'adapte à cette situation, mais va nécessiter par contre que le formateur fournisse un contenu accessible. C'est ce qu'on va voir un peu plus tard dans la présentation. Donc finalement, qu'est-ce qu'il faut considérer quand on va créer des formations, quand on va vouloir s'adresser à un public, hein. Donc ce que je dis pour les formations va valoir aussi lorsque l'on fait des présentations.
dans des événements ou des présentations en format hybride, des formations distancielles, etc., etc. Donc finalement, 3 typologies de choses à connaître. Première chose, comment être certain de pouvoir créer du contenu accessible à tous, que ce soit des documents, donc des documents Word, des fichiers PDF ou autres, des présentations PowerPoint par exemple, mais aussi de la communication sur LinkedIn, sur Twitter, des vidéos, enfin voilà, il y a tout un tas de contenus différents qu'il va falloir être en capacité de créer de façon accessible. Comment ensuite délivrer ces contenus de façon accessible? Alors, ça peut être à travers des formations, des événements, ça peut être dans des newsletters, des documents qui sont envoyés, ça peut être, enfin même à l'extrême, quand on a des communicants, ils vont communiquer à travers des publicités. Enfin, bon, peu importe la façon que le contenu est d'être délivré, que ce soit en présentiel, en distanciel, il va falloir être capable d'appliquer un certain nombre de règles. Et puis sur la consommation des contenus, c'est ce que j'expliquais précédemment, les personnes en elles-mêmes vont disposer des outils qu'elles ont l'habitude d'utiliser, donc elles sont en capacité de maîtriser pour pouvoir mieux comprendre ce que vous allez leur expliquer. Voilà. Donc c'est tous ces sujets-là qu'on va adresser en fait ce matin dans ce webinaire. Alors, juste pour faire un petit focus aussi sur les outils et les solutions que je vais présenter, donc, au niveau du système d'exploitation, je vais présenter des choses autour de Windows 10 ou Windows 11. Donc, mon environnement est un environnement Windows 11, mais ce que je vais présenter fonctionne tout à fait dans l'environnement Windows 10. Ce sera les mêmes raccourcis et je vous expliquerai un petit peu les petites différences, les petites subtilités qui peuvent exister entre les deux. Et puis, au niveau d'Office, vous avez différentes versions qui peuvent exister. Donc, moi, je vais vous présenter à la fois ce qui existe dans Office 365, donc qui est une version avec abonnement, ou dans Office 2019 ou 2021, qui sont des versions qui sont installées sur l'ordinateur, mais qui sont figées à un instant T dans le temps. Donc, c'est la petite différence avec Office 365, mais on va retrouver les mêmes fonctionnalités aujourd'hui sur l'accessibilité. Mais vous avez aussi la possibilité en fait d'utiliser Office en ligne et cette version Office en ligne est une version gratuite. Donc ça veut dire que si vous n'avez pas et si vous n'êtes pas client des solutions Office de Microsoft, mais que vous voulez quand même utiliser les fonctionnalités qu'on va voir aujourd'hui, vous avez juste à créer un compte Microsoft gratuit, donc un compte Live par exemple, un compte Hotmail, enfin bon, peu importe le compte que vous allez créer, à vous connecter ensuite sur le portail office.com et vous pourrez bénéficier de Word, de Excel, de PowerPoint, tout ça en version en ligne, donc non installé en local sur votre ordinateur, mais ça vous permet quand même de pouvoir utiliser du coup toutes ces fonctionnalités. Voilà. C'est un tout petit peu plus lent, c'est pour ça que c'est toujours préférable d'avoir une version installée localement, mais bon, voilà, ça va dépendre des situations dans lesquelles vous allez être. Alors, on va on va rentrer dans le vif du sujet. Est-ce qu'il y a des questions à ce niveau-là, puisque j'ai fini le chapitre précédent? Est-ce que vous avez un certain nombre de questions par rapport à ce qu'on vient de voir? Ou est-ce que c'est clair? Je n'en vois pas, Philippe. Je pense qu'on Pas de peut. questions. Alors, je vais Il y a déjà plein de remerciements. On vient c'est juste de déjà, commencer. c'est déjà bien. Voilà, il y a quelques petits problèmes de son, mais j'ai l'impression que c'est réglé. Ok, oui, de temps en temps, il peut y avoir quelques petits problèmes réseau. C'est là où, par exemple, quand le problème de son est là, vous avez toujours la possibilité de lire des sous-titres. Donc là, c'est vraiment aussi quelque chose d'intéressant. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet et on va voir un certain nombre de démonstrations pour pouvoir créer du contenu accessible. Alors, quand on va parler de contenu, on va s'attacher à deux choses ce matin. On va commencer à regarder l'accessibilité d'un document et puis on va parler aussi d'accessibilité de vidéos. Donc, deux points importants sur les documents, c'est s'assurer finalement que l'ensemble des critères d'accessibilité sont bien respectés dans la création d'un document et on va voir le vérificateur d'accessibilité qui est contenu notamment dans Word ou dans PowerPoint pour pouvoir le faire. Et puis un deuxième sujet qui concerne la structuration des documents, et je vais en parler aussi. Et pour pouvoir démontrer ça, on va commencer à utiliser quelques solutions comme la dictée vocale, la traduction ou un outil qui s'appelle Idée de conception dans PowerPoint. Alors, commençons par la dictée vocale. Je vais quitter en fait cette présentation et je vais ouvrir Word. Alors, désolé, il n'y a plus de sous-titrage pendant cette étape-là.
sauf si vous voulez, si vous avez du sous-titrage directement en fait, dans l'outil de Visio. Alors, attendez, je vais masquer ça et je vais commencer par créer un document vierge. Voilà. Donc, je suis dans Word et je suis sur une version installée localement et je vais cliquer sur le bouton dictée vocale. Donc, à partir du moment où j'ai cliqué sur le bouton dictée vocale, je vais pouvoir commencer à faire de la dictée. Alors, le point important quand on utilise de la dictée vocale et qu'on crée un document, c'est d'éviter de regarder son écran. Le simple fait de lire ce que la dictée vocale est en train de retranscrire a un effet très, très négatif sur la qualité de votre dictée. Donc là, pendant que je suis en train de faire de la dictée, je suis en train de regarder ailleurs, je ne regarde pas mon écran d'ordinateur et je vérifierai, en fait, une fois que la dictée sera terminée, la qualité de cette dictée. Alors, de temps en temps, en fonction de l'intonation, en fonction de sa façon de parler, on peut avoir un certain nombre d'erreurs qu'on va éventuellement corriger. Par exemple, j'avais dû finir comme si ma phrase était interrogative. Donc, voilà, je change le sujet. De temps en temps, des petites répétitions de mots, etc. etc. Donc, on peut ensuite changer en fait son texte pour pouvoir, voilà, pour pouvoir l'adapter de façon à ce qu'il soit correct. Donc, vous voyez, s'il avait fallu que je tape tout ça en fait, avec mon clavier d'ordinateur, j'aurais mis beaucoup plus de temps. Alors, je vais faire une petite aparté rapide. Je vais aller sur le site office.com dont je vous parlais précédemment. Donc, quand je m'authentifie en fait avec un compte, que ce soit un compte professionnel ou que ce soit un compte personnel gratuit, je dispose en fait d'un bandeau avec différentes applications. Je peux très bien ici aussi ouvrir Word. Donc, on va attendre que Word se charge. L'interface est pratiquement la même. J'ai ce bouton dictée. Voilà, donc là, j'ai cliqué sur le bouton dictée et en fait, vous voyez, ça fonctionne exactement. Alors, de temps en temps, on a des petites coupures à cause du réseau. Donc là, c'est lié au fait qu'on soit en visioconférence. Je vais recliquer. Donc là, par exemple, je vais faire de la dictée vocale dans Word et globalement, je peux faire exactement la même chose en termes de production documentaire que ce que je fais avec une version installée localement. Voilà. Si ce n'est que cette version-là est gratuite. Alors, je vais retourner en fait dans Word et puis j'ai indiqué tout à l'heure que dans les différentes difficultés qu'on peut rencontrer, on peut avoir des gens qui ne sont pas, enfin qui sont allophones, donc qui ne parlent pas forcément bien français, et on peut avoir besoin en fait de traduire des informations. Donc, je vais aller dans le menu Révision de Word, dans Langue, Traduire la sélection et ça m'ouvre en fait un petit panneau sur la droite qui va me permettre de choisir la langue dans laquelle je souhaite traduire. Alors, j'ai des questions. Oui, l'ukrainien existe dans ces langues. Ça a été fait justement suite aux problèmes liés à la guerre, puisqu'on avait beaucoup de réfugiés qui peuvent arriver dans différents pays. Donc, Microsoft a fait un focus particulier sur l'ukrainien en termes de traduction. Il suffit de cliquer sur le bouton insérer et à partir de là, il va traduire automatiquement le texte que l'on avait sélectionné au préalable. Donc, si par exemple je sélectionne du texte, le texte va apparaître et on va m'indiquer la langue, la traduction associée dans la langue choisie. Si je clique sur insérer, il va remplacer le texte sélectionné par le texte traduit. Donc là, j'ai un fichier dans lequel j'ai de l'information dans 2 langues. Un utilisateur qui recevrait ce fichier, lui, pourrait très bien faire de la lecture à voix haute. Donc, à partir du moment où j'ai cliqué sur le bouton dictée vocale, je vais pouvoir commencer à faire de la dictée. Donc voilà, je vais vous le montrer aussi en version anglaise. So, from the moment I clicked on the voice dictation button, I'm going to be able to start doing dictation. Voilà. Donc grâce en fait à ça, un utilisateur à qui on pousse un support va pouvoir en fait ne pas forcément lire ce support s'il a des difficultés visuelles, mais va pouvoir en fait écouter ce support. Alors de la même façon, si la personne reçoit ce support et que c'est une personne qui est dyslexique, elle va pouvoir notamment utiliser un outil qui va lui permettre d'espacer les caractères, d'espacer les lignes pour améliorer sa lisibilité, voire même quelqu'un qui a des difficultés de concentration va pouvoir utiliser en fait un outil qui permet d'avoir un focus sur les différentes lignes quand on se promène sur le texte pour éviter que son comportement visuel parte ailleurs.
donc pour vraiment rester concentré sur le document qu'il va avoir reçu. Alors, j'ai ce document, je vais aller faire une première chose dont j'ai parlé précédemment, c'est que lorsque l'on a un document, il faut obligatoirement structurer ce document. Donc, je vais lui donner un titre à ce document. Je vais mettre un chapitre, je vais écrire chapitre en français, par exemple, et le chapitre suivant, je vais l'appeler chapitre anglais. Bon, c'est juste à titre d'exemple, bien entendu. Et ce qu'il faut faire par rapport en fait, à cette structuration, c'est aller dans les styles, indiquer que c'est un titre, indiquer ici que c'est un titre de niveau 1, le deuxième étant également un titre de niveau 1. Alors, à quoi ça sert? Quand vous lisez un roman, vous allez partir du premier mot de la première page et vous allez aller jusqu'au dernier mot de la dernière page. Donc, quand vous recevez un document et que vous avez besoin, voilà, c'est une histoire qui est racontée, c'est assez facile parce que finalement, vous allez linéairement parcourir votre document. Si par contre, c'est un document de travail, si c'est un support de cours, si c'est un dictionnaire, vous n'allez pas lire le dictionnaire jusqu'à la lettre M pour aller chercher le mot, je ne sais pas, manger par exemple. Vous allez directement sauter les lettres les unes après les autres pour aller jusqu'à la lettre M et puis pour parcourir les différents mots ensuite pour tomber sur le mot qui vous intéresse. À partir du moment où vous n'avez pas structuré un document et vous n'avez pas utilisé de titre de niveau 1, 2, 3 dans un document, une personne non-voyante ne sera pas en capacité de sauter d'un chapitre à l'autre, ce qui fait que ça va la forcer à lire linéairement le document. Donc, c'est important de pouvoir chapitrer en fait votre document pour simplement permettre à la personne de pouvoir directement sauter d'un chapitre à l'autre. Voilà, tout simplement, ça sert à ça. Donc, à partir du moment où on a des chapitres, on va pouvoir faire des pliés, puis on va pouvoir dire, moi, ce qui m'intéresse, c'est d'aller lire le chapitre un tel. Et donc, j'ai des raccourcis clavier qui vont me permettre de naviguer en fait dans le document. Alors, maintenant, je vais repartir de ce document. Je vais aller insérer dans mon document, par exemple, une image. Donc, je vais prendre une image qui se trouve sur mon ordinateur. Voilà, je vais prendre, par exemple, je sais pas, je vais changer. Je vais prendre tiens, la place de la Concorde. Voilà. Et puis, je vais aller modifier un peu le texte. Je vais prendre bouton dictée vocale et je vais le mettre dans une couleur un peu grise. Et puis, je vais rajouter également, dans ce document, je vais également insérer un tableau. Donc, pour essayer d'avoir différents éléments, je vais aller fusionner ces cellules. Je vais mettre colonne AB. Et puis, la dernière colonne, je vais l'appeler colonne C. Et puis, je vais aller mettre des valeurs dedans, voilà, histoire d'avoir un peu d'informations dans ce tableau. Donc là, l'idée, c'est quoi? C'est de pouvoir partir d'un document. Donc, si vous avez un document qui existe et que vous voulez le diffuser, la plupart du temps, ce que vous allez être amené à faire, c'est d'aller générer le fichier PDF correspondant. Donc, vous allez aller enregistrer le document. On va l'enregistrer en local et je vais choisir le modèle PDF. Quand j'ai choisi le modèle PDF, j'ai une petite fenêtre qui apparaît en jaune pour qu'elle soit bien visible, qui nous dit « Nous avons des recommandations qui faciliteront la lecture du fichier PDF pour les personnes handicapées et m'invite à examiner l'accessibilité. » J'ai aussi des informations sur c'est quoi un fichier PDF accessible. Si on a besoin d'en savoir plus, on peut cliquer sur le bouton. Donc moi, je vais cliquer sur le bouton « Examiner l'accessibilité ». Et quand je fais ça, j'ai une fenêtre qui apparaît, qui s'appelle Accessibilité, avec un certain nombre de problèmes qui sont remontés. Alors, si je veux ouvrir cette fenêtre directement depuis l'interface de Word, je peux aller dans le menu Révision, cliquer sur Vérifier l'accessibilité, ou je peux aller dans la zone de recherche qui se trouve ici, taper Accessibilité, hop, et ouvrir, pardon, j'ai été dans les options, accessibilité. Et donc là, je vais pouvoir ouvrir le volet accessibilité sur la droite de mon écran. Alors, qu'est-ce que me remonte ce volet accessibilité? D'abord, il me dit « Erreur, il y a du texte de remplacement qui est manquant derrière cette image ». Alors, en effet, si je regarde la description de l'image, la description est vide. Alors, ce qui fait qu'une personne non-voyante qui recevrait ce support de cours ne serait pas en mesure de savoir ce qu'il y a sur cette image. Donc, elle n'aurait pas une autonomie suffisante pour pouvoir, de façon exhaustive, comprendre ce qui est sur ce support.
Donc éventuellement, son réflexe serait de demander à quelqu'un d'autre, de dire « Ah bah tiens, il y a une image sur le document visiblement, est-ce que tu peux me la décrire parce que moi je ne suis pas en capacité de la voir ?» Donc pour qu'un document soit accessible, il faut obligatoirement s'assurer qu'on a bien, au niveau de chacune des images que l'on a mis dans un document, que ce soit un document Word, un support PowerPoint ou un fichier PDF, d'avoir décrit cette image. Alors je vais vous montrer ce que ça donne pour un utilisateur non-voyant qui utilise un lecteur d'écran. Donc je vais lancer un lecteur d'écran. Miniature, document 1, Word fenêtre, document 1, édition. Donc là, je suis sur le document et je vais descendre sur l'image. Image 1, image, alignée sur le texte. Sortie du narrateur. Donc le lecteur d'écran, donc qui s'appelle le narrateur en fait dans Windows, me dit rien, me dit simplement que l'image elle est alignée sur le texte, elle est alignée à gauche sur le texte, ce qui ne m'apporte pas énormément d'informations. Donc si je veux pouvoir apporter de l'information parce que cette image elle a une importance dans le document, je vais pouvoir ouvrir, si je vais sur le bouton droit, aller sur modifier le texte de remplacement, donc ça ouvre la zone texte de remplacement, et dans cette zone-là, je vais devoir décrire cette image. Alors, je peux taper la description, hein, je peux dire c'est la place de la Concorde, donc ça je peux le faire en tapant le texte. Je peux aussi dicter cette description. Donc dans Windows, en utilisant la combinaison de touches Windows H, vous allez avoir la possibilité de faire de la dictée. Donc c'est ce que je vais faire maintenant. Donc je vais faire Windows H. Il s'agit d'une photo de la place de la Concorde à Paris. Le ciel est bleu, il y a beaucoup de nuages, il y a très peu de monde et très peu de voitures sur cette place. On voit la colonne avec le haut de la colonne doré. Donc là, simplement, j'ai été commenter cette image, donc, ce qui permet à la personne qui va utiliser son lecteur d'écran d'avoir une description de l'image. Donc, je vous remontre ce que ça donne avec un lecteur d'écran. Miniature. Document 1, Word fenêtre, document 1, édition. Et donc, comme tout à l'heure, je vais descendre sur l'image. Il s'agit d'une photo de la place de la Concorde à Paris. Le ciel est bleu, il y a beaucoup de nuages, il y a très peu de monde et très peu de voitures sur cette place. On voit la colonne avec le haut de la colonne dorée, image, alignée sur le texte. Sortie du narrateur. Donc pour les personnes qui auraient fait l'expérience, par exemple, de fermer les yeux dans les deux situations avant de lire cette image, bah, vous voyez nettement que grâce à cette description, on a une pertinence, entre guillemets, et on a une accessibilité qui est complètement différente pour une personne malvoyante ou non-voyante. Voilà. Alors, ce qui est important quand on commente une image, ce n'est pas forcément uniquement de la décrire, c'est peut-être aussi de la décrire dans le contexte. Par exemple, cette image, si je suis dans un guide touristique, je vais peut-être amener un certain nombre d'informations au-delà de la description, qui peut être dans le texte, mais qui peut être aussi appliquée sur l'image en disant, ben, comme on l'a vu, l'image ici représente quelque chose qu'on a voulu décrire au préalable dans le texte. Mais si par exemple cette image, je ne sais pas, elle est dans un contexte de document totalement différent, je ne sais pas, sur l'histoire de l'obélisque à Paris par exemple, bah, probablement la description sera différente. Donc il faut aussi se dire que cette description, certes, elle décrit l'image, mais elle le décrit dans un contexte de document. Alors, on a fait ce texte de remplacement, donc de façon automatique, la ligne qui apparaissait dans le vérificateur d'accessibilité a disparu. Deuxième chose que l'on va voir, j'ai deux avertissements qui me sont donnés. Alors, un avertissement ici dans lequel on a marqué « Contraste de texte dur à lire » et c'est la zone, enfin le texte qui s'appelait « Bouton dictée vocale » qui effectivement est en gris sur fond blanc. Donc, gris sur fond blanc, on peut bien entendu se dire que c'est peut-être difficile à lire pour une personne qui a des difficultés visuelles. Donc, on va changer ce contraste, soit en changeant la couleur de la police de caractère, soit en changeant la couleur de la page. En l'occurrence, je vais aller changer la couleur de la police de caractère. Je vais la mettre dans une couleur un peu plus foncée, ce qui me permet de gagner en contraste, et donc l'erreur a disparu dans le vérificateur d'accessibilité. Dernière chose remontée, cellule de tableau. Donc effectivement, il m'invite en fait à fractionner ces cellules que j'avais fusionnées au préalable.
Alors, pour éventuellement les gens qui seraient mal ou non-voyants et qui participeraient à ce webinaire, pardon, je vais mettre colonne. Ce que j'avais fait au préalable, quand j'ai inséré le tableau, j'ai fusionné les titres des 2 premières colonnes de mon tableau et j'ai appelé cette colonne AB et la colonne C, c'est la 3e colonne de mon tableau et ensuite j'ai mis des valeurs. Alors, imaginez que vous ayez besoin de décrire ce tableau à une personne malvoyante ou non-voyante. C'est assez compliqué parce qu'il faut justement que vous indiquiez, c'est un tableau qui contient 3 colonnes. Les 2 premières colonnes, le titre a été fusionné et je l'ai appelé colonne AB, et la 3e colonne s'appelle colonne C. Dans la colonne AB, la première colonne contient 10 et 20 et la deuxième AB, et la colonne C contient XX et ZZ. Vous voyez la difficulté que l'on a à décrire ce tableau. Donc pour qu'un tableau soit réellement accessible, il faut qu'il soit linéaire. Donc je vais refractionner en fait en 2 les titres. La première, je vais l'appeler colonne A, la deuxième, je vais l'appeler colonne B. Et donc là, si vous avez à décrire ce tableau à une personne non-voyante, vous allez dire, il y a 3 colonnes, la colonne A contient 10, 20, la colonne B contient AB, la colonne C contient XX et ZZ. Voilà, c'est beaucoup plus simple à décrire. Donc c'est ça aussi l'accessibilité, c'est être capable finalement d'avoir une information assez simple pour que la personne puisse bien comprendre ce qu'on va lui raconter. Parce que ce que je viens de dire oralement, c'est ce que le lecteur d'écran va dire à une personne non-voyante. Donc c'est extrêmement important de faire ça. Donc j'ai maintenant fixé tous les problèmes d'accessibilité qui me sont remontés. Donc le vérificateur me dit il n'y a plus aucun problème d'accessibilité dans ce document. Donc si je vais dans le menu fichier, enregistrer sous, et que je choisis maintenant le format PDF, la fenêtre d'avertissement précédente n'est plus apparente, n'existe plus. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que le fichier PDF qui sera généré depuis le document Word sera bien accessible. Donc on va conserver tous les attributs, toutes les modifications que l'on a fait, notamment le texte alternatif dans l'image, notamment le contraste, etc. Tout ça va être conservé au niveau du fichier PDF, et donc le fichier PDF qui va être produit sera lui aussi accessible de la même façon que le document Word devient aussi accessible. Voilà. Donc, ce n'est pas très compliqué de rendre un document accessible. Il faut avoir un peu de méthodologie. Donc, petit 1, la structuration du document. Petit 2, le vérificateur d'accessibilité. Et à partir du moment où on a fait ces opérations, maintenant, on se retrouve avec un document accessible. Alors, on va faire le même exercice, enfin un exercice un peu différent autour de PowerPoint. Donc, je vais aller dans le menu fichier. Alors, peut-être que j'ai des questions au préalable. Oui, première question, Philippe. Est-ce que toutes ces fonctionnalités sont accessibles sur Mac? Alors oui, ces fonctionnalités sont accessibles sur Mac. Alors elles peuvent être un tout petit peu différentes voilà, d'un point de vue ergonomie, parce que l'ergonomie dans Windows et l'ergonomie dans Mac n'est pas tout à fait la même, mais on va retrouver complètement ces fonctionnalités sur Mac. Et sur Mac, on peut aussi aller sur son navigateur, ouvrir office.com et utiliser du coup l'outil en ligne exactement de la même façon que sur un PC. Hein. Donc là-dessus, aucun souci. Donc si vous ne retrouvez pas certaines fonctionnalités sur Macintosh dans la version d'Office que vous avez, vous pouvez toujours utiliser la version en ligne pour pouvoir le faire. Donc si je repars par exemple sur la version en ligne, ici, j'ai bien le menu révision, j'ai bien le bouton vérifier l'accessibilité. La petite différence qui peut exister, c'est qu'imaginons par exemple que je change ce texte et que je mette ce texte dans une couleur grise, comme je l'ai fait tout à l'heure sur mon Word installé localement. Le vérificateur ici d'accessibilité dispose d'un bouton revérifier qui va réanalyser le document, c'est-à-dire que ce n'est pas dynamique, il va falloir que je clique sur un bouton pour pouvoir voir un peu les problèmes, les erreurs qui ont été identifiées. Donc là, en l'occurrence, j'ai remis le texte en gris, il me dit il y a un contraste de texte difficile à lire. Et de la même façon, ici, je n'ai pas le bouton déroulant qui me permet d'avoir des propositions d'action. Il va falloir que je corrige par moi-même. Donc, il me dit il faut changer la trame de fond, où il faut, et j'ai des informations complémentaires ici pour savoir un peu ce qu'il faut que je corrige. Et si je corrige et que je remets le texte, par exemple, en gras, il va falloir que je clique sur revérifier à nouveau pour supprimer l'erreur.
Donc, ça, c'est inhérent au modèle de fonctionnement d'une application web, parce qu'en définitive, chaque fois que je vais cliquer sur un bouton, j'ai un aller-retour avec le serveur que je n'ai pas besoin d'avoir quand j'installe une application en local sur mon ordinateur. Voilà. Est-ce que j'ai d'autres questions? Oui, en fait, il y a pas mal de questions sur la lecture immersive, sur la traduction, en fait, toutes les démonstrations que tu nous as partagées, Philippe. Oui. Je pense qu'à la fois on prend des notes, même sans regarder. Je pense que ce qu'il faudrait, c'est reprendre le temps de re-regarder le replay tranquillement, parce qu'il y a pas mal de questions à très haute démonstration que tu as proposées. Ok. Il Alors, y a d'autres questions. un point peut-être intéressant par rapport à ça, et je vais mettre le lien dans le chat. Vous pouvez aller sur le site accessibilité en fait, de Microsoft. Je vais vous mettre le lien tout de suite. Donc, quand vous êtes sur ce site accessibilité, vous avez ici un bouton ressources ou un menu ressources. Et quand vous allez en fait dans les ressources, en bas de l'écran, vous allez avoir toutes les petites démonstrations. Par exemple, vous allez retrouver le vérificateur d'accessibilité pour vous expliquer comment faire, soit sur Word, soit sur PowerPoint. Donc, vous avez en fait ces petites vidéos, qui sont des vidéos de 2 minutes, qui vous permettent en fait voilà, de voir comment ça fonctionne. Pareil sur la traduction, pareil sur la dictée vocale. Donc, vous avez à la fois le replay et puis vous avez potentiellement ces petites vidéos qu'on va encore compléter parce qu'il en manque un certain nombre. Donc, sur l'été, on va rajouter une quinzaine de petites vidéos sur ce site. Voilà. Je vous mets tout de suite le lien en fait dans la fenêtre Zoom pour que vous puissiez en bénéficier. 2 autres questions, Philippe. Merci, ça va être un lien très, très précieux, j'imagine, pour tout le monde. Lorsque l'on colle un tableau Excel sur Word, il apparaît comme image et Word demande un texte de remplacement. Comment Oui. éviter cela? Alors, à partir du moment où effectivement on a… Attendez, je repartage mon écran. À partir du moment où on a collé une image, que ça soit une image d'un tableau, que ça soit une image comme je l'ai montré dans Word tout à l'heure, bien entendu, dans un tableau, vous allez devoir aussi, puisqu'il est collé sous forme d'image, vous allez devoir aussi commenter ce tableau. Donc, quand on va commenter un tableau que l'on a collé dans un document, on ne va pas indiquer ce que l'on a sur chacune des lignes et colonnes du tableau. Quand on colle un tableau, souvent, on veut mettre en avant un certain nombre d'informations en disant, par exemple, le chiffre de telle information est peut-être un peu bas, le chiffre de telle autre information est un peu haut, donc on va le décrire. Si vous voulez, par contre, vous avez un tableau qui est au format papier et vous voulez le mettre dans un document Word, dans un format digital, vous pouvez en fait utiliser votre téléphone. Vous pouvez installer gratuitement sur votre téléphone Office. Donc, vous avez une version d'Office qui existe. Et dans Office, vous avez la possibilité en fait de scanner un document ou de scanner un tableau et de le retranscrire, donc soit sous forme de fichier Excel, soit sous forme de document Word. Donc, vous prenez en photo votre document, il va automatiquement le numériser et vous allez pouvoir comme ça avoir le pendant de votre tableau papier sous un format réellement tableau et pas sur un format image. Voilà. Donc ça, c'est ce que vous pouvez faire avec votre téléphone mobile. Très bien. Et je crois qu'il y avait également une question de Jérôme. Y a-t-il un outil de lecture PDF plus performant que d'autres pour prendre en charge les éléments d'accessibilité? Alors, une fois qu'on a son fichier PDF, ouais, le lecteur, on peut lire, en fait, il y a plein de façons de faire. Il y a plein de logiciels pour pouvoir lire un PDF. On peut lire un PDF depuis Word. On peut aussi lire un PDF depuis un navigateur. On peut, par exemple, ouvrir un PDF depuis Edge. Je vais peut-être donner un exemple. Alors, comment je vais faire? Alors, est-ce que j'ai un fichier PDF? Non, je vais juste vous montrer l'outil qui peut exister en fait sur Edge pour vous aider parce que c'est le même outil que vous soyez sur une page Internet ou que vous soyez sur un fichier PDF, vous allez avoir à peu près la même chose. Là, je suis par exemple sur un article d'une page qui visiblement n'est pas tagué correctement, donc je vais rouvrir, pardon, un autre article, alors peu importe, hop, je vais prendre attention au cancer de la peau, voilà. Donc là, vous êtes sur une page Internet qui est extrêmement complexe puisque vous avez de la publicité, vous avez en bas tout un tas d'autres articles qui vous sont proposés. Et donc, l'idée, c'est de pouvoir disposer en fait d'un lecteur immersif
qui va se concentrer sur le texte sur lequel vous êtes et retirer toute cette partie navigation, publicité, etc. Et du coup, vous pouvez bénéficier d'un outil qui va permettre de faire de la lecture à voix haute. Cancer de la peau, seuls 12% des parents mesurent la gravité d'une surexposition au soleil. Si les coups de soleil. Voilà, bon, je vais l'interrompre. Vous pouvez aussi, du coup, augmenter la taille de votre texte, éventuellement rajouter de l'espacement pour des personnes dyslexiques. Vous pouvez même faire de la colorisation grammaticale, les noms, les verbes, les adjectifs, les adverbes, etc. Ou avoir un séparateur syllabique. Et puis, vous êtes sur une page Internet. Vous pouvez aussi utiliser l'outil de concentration que j'ai présenté tout à l'heure dans Word, qui est aussi disponible en fait dans cet outil. Vous pouvez même traduire à la volée en fait votre article, donc dans une des langues que vous aurez choisies. Donc cet outil-là est le même que donc va vous permettre aussi de consommer des fichiers PDF. Donc, vous pouvez très bien utiliser Edge pour ça. Après, bon, je pense que chacun a ses préférences hein, quand il utilise voilà, ces outils de lecture. Donc, je ne les connais pas tous. Moi, je connais principalement Word et Edge pour ça. Donc, il y en a peut-être d'autres plus accessibles. Je ne sais pas. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou est-ce que je continue? Je pense que tu peux continuer, Philippe, c'est bon. Ok, ça marche. Donc, je vais repartir rapidement sur la présentation et après on passera pour PowerPoint. Donc, le vérificateur d'accessibilité, vraiment 3 choses importantes hein, à retenir dans ce vérificateur. Quand on souhaite créer un document accessible, petit 1, il faut s'assurer de l'affichage, donc principalement le contraste. Les polices de caractères aussi sont importantes parce que certaines polices peuvent être difficilement lisibles. Alors après, j'ai des questions souvent sur des solutions comme, des polices comme Open Dyslexie par exemple. Alors ça, c'est des polices de caractère qui sont intéressantes lorsque l'on va imprimer le document. Si on est dans un format papier, c'est intéressant d'avoir une police de caractère pour les 10 et donc d'avoir peut-être un format de document imprimé pour les 10 qui utilise ce type de police parce que la police va nativement écarter les caractères, écarter les lignes et puis c'est une police qui est entre guillemets, peut-être plus lisible pour ces populations. Par contre, dans un format digital, c'est inutile, puisqu'en définitive, dans un format digital, votre document doit être unique, que ce soit pour une personne dyslexique ou que ce soit pour une personne qui a des difficultés visuelles ou une personne qui n'est porteur d'aucun handicap particulier. Et donc, dans ce contexte-là, c'est plutôt les outils de lecture utilisés par ces personnes dyslexiques qui vont permettre d'écarter effectivement les caractères ou d'écarter les lignes, qui vont être intéressants. Vous n'allez pas devoir avoir 2 documents digitaux différents. À partir du moment où la personne est dyslexique, elle va, elle, de son côté, se dire « Ok, je vais aller dans le menu affichage, écarter les lignes et écarter les caractères, et ça me permet d'être dans un contexte de lecture plus favorable pour ma propre lecture. » Voilà. Donc, pour moi, les polices spécifiques n'ont d'intérêt qu'en mode impression et ont moins d'intérêt à partir du moment où vous disposez évidemment d'un outil de lecture adapté. Voilà. Le cas échéant, s'il n'existe pas ces outils de lecture, il y a toujours la possibilité de sélectionner tout le document, de changer ça en Open Dyslexie pour pouvoir lire le document, mais bon, c'est moins intéressant qu'un outil de lecture adapté. Deuxième axe important, la structuration du document pour simplifier la navigation, hein, tout simplement. Et le troisième sujet, les textes alternatifs derrière les images, derrière les tableaux, si vous avez besoin de les décrire, n'hésitez pas à le faire. Vous pouvez aussi considérer qu'une image est uniquement là à titre décoratif. Je vais vous donner un exemple. Si vous mettez dans un en-tête ou dans un pied de page un logo, il n'est peut-être pas nécessaire de mettre que c'est le logo, parce que chaque fois que l'utilisateur va utiliser son lecteur d'écran et va changer de page, le bas de page va être décrit et donc le logo va être décrit. Peut-être que ça a un intérêt sur la page principale de mettre le logo avec une description, mais peut-être que sur toutes les autres pages, il faut considérer que le logo n'est là que qu'à titre de décoration. Donc, par exemple, sur une image ici, si je vais regarder le texte de remplacement, je pourrais cliquer sur la case marquée comme décoratif qui permettrait de ne pas considérer l'image comme étant un élément important à décrire. Voilà. Auquel cas, le lecteur d'écran passerait dessus comme si l'image n'existait pas. Ça sert à ça. Alors, repartons sur PowerPoint et je vais aller créer une nouvelle présentation.
Cette présentation, je vais par exemple faire une présentation. Vous l'avez vu, j'ai des photos sur Paris, donc je vais écrire Paris et je vais aller insérer en fait dans cette première page, je vais aller insérer une image. Hop, où est-ce qu'elles sont? Elles sont ici et je vais prendre, voilà, par exemple la Tour Eiffel. Vous avez sur le côté droit un outil qui s'appelle idée de conception qui va permettre de faire des propositions pour organiser les images les unes par rapport aux autres. Donc voilà, il vous classe automatiquement les images, les textes, etc. que vous allez coller. Il vous propose aussi ici d'aller modifier le texte de remplacement associé à l'image de façon à pouvoir décrire cette image. Donc par défaut, quand on colle une image dans un document, le système va essayer de le décrire de façon automatique, avec un peu d'intelligence artificielle. Donc, il me dit c'est une image contenant arbre, ciel, extérieur, par exemple. Et c'est une description générée de façon automatique. Il n'a pas vu la Tour Eiffel, donc forcément, quand je vais vouloir la décrire, je vais peut-être rajouter le mot Tour Eiffel, mais en tout cas, il propose un premier niveau d'information. Alors, pourquoi c'est important d'avoir cet outil idée de conception, que vous allez retrouver aussi dans le menu conception ici. Pourquoi c'est important? Parce que si vous avez aussi des formateurs qui sont voilà, dyspraxiques ou qui ont des troubles musculo-squelettiques ou qui ont une amputation à la main ou au doigt, qui ont du mal peut-être pour certains utilisateurs malvoyants à utiliser leur souris, bah, vous allez avoir un outil qui va quand même vous faciliter la vie. Alors, quand on a une image et un texte, ce n'est pas forcément très, très pertinent, mais prenons le cas de figure d'une diapositive dans lequel je vais insérer beaucoup d'images. Donc, je vais aller prendre 5 images que je vais insérer sur ma diapositive. Là, à classer, à organiser les images les unes par rapport aux autres, c'est assez compliqué, alors qu'avec un seul clic, je vais pouvoir automatiquement avoir des propositions qui me sont beaucoup plus simples pour rendre accessible ma présentation. Je vais aussi, grâce en fait à cet outil, je vais aussi, si je rajoute par exemple une zone de texte sur ma diapositive, je vais écrire quelques petites phrases, donc comme aller au restaurant. J'utilise à peu près tout le temps les mêmes. Je sais pas, je vais marcher, je vais courir, je vais prendre le train, je vais prendre l'avion, je vais prendre un bateau, voilà. Enfin bon, j'ai mis un certain nombre de mots-clés, puis ces mots-clés, je vais les transformer en liste à puces. Et idée de conception va automatiquement me proposer des pictogrammes pour égayer, entre guillemets, pour ajouter de la compréhension au texte que j'ai pu rajouter, à la liste que j'ai pu rajouter. Et ça, c'est fait de façon automatique, avec un peu d'intelligence artificielle. Il analyse les mots, il va faire une recherche dans les bibliothèques d'images disponibles dans PowerPoint, et il va faire ce travail. Donc, je vais pouvoir ensuite, derrière, éventuellement, réorganiser les icônes et les textes les uns par rapport aux autres. Mais en tout cas, il a fait un premier travail intéressant. Il s'appuie sur, dans le menu insertion, la bibliothèque d'icônes à disposition. Donc, vous avez ici tout un tas d'icônes qui sont classées par thème. Donc, vous avez des thèmes ici, comme les visages, voilà, les professions, etc., etc. Vous pouvez filtrer sur des mots-clés ici. Donc, par exemple, je vais taper personne et j'aurai toutes les personnes voilà, que je vais pouvoir utiliser dans mes présentations. J'ai des vignettes, c'est des photos, je vais avoir des autocollants, je vais avoir des illustrations, des vidéos, voire même des personnages de dessins animés. Donc, je peux utiliser ça. Tout ça, c'est libre de droit. Donc, vous pouvez utiliser ça sur vos présentations sans problème. On est un peu dans le même esprit que le facile à lire et à comprendre. Donc, imaginons quelqu'un qui soit étranger, qui ne comprend pas la phrase « prendre le train ». Le simple fait de voir le pictogramme associé va lui permettre de se dire « Ah oui, train, c'est ça, c'est cet engin-là, entre guillemets ». Donc, ça améliorera forcément la compréhension pour la personne. Dans l'outil PowerPoint, dans le menu révision, on va avoir exactement la même chose que ce qu'on a vu précédemment, c'est-à-dire un bouton vérifier l'accessibilité, qui va me proposer, par exemple, d'aller ajouter un texte de remplacement derrière ce groupe. Donc, je pourrais très bien aller rajouter un texte de remplacement, disons, je sais pas, mes activités à Paris, par exemple. Voilà, j'étape mes activités à Paris. J'aurais pu le dicter d'ailleurs. Va m'indiquer aussi que derrière les différentes images, il a suggéré un certain nombre de textes. Donc,
pour aller plus vite, je vais simplement considérer, je vais approuver la description de ces différentes images, donc ce qui va me permettre globalement de… Voilà, je vais approuver le texte alternatif sur ces différentes images. Hop. Voilà, comme ça, le vérificateur d'accessibilité va considérer que c'est bon. Dans l'absolu, il aurait fallu que je relise les textes et que je les modifie en fonction d'eux. Et le point qui est le plus important, c'est celui qui est là. Et c'est pour ça que je voulais vous montrer le vérificateur d'accessibilité, c'est qu'il y a des choses qui sont un petit peu différentes de ce qu'on a pu voir dans Word. Notamment, chaque diapositive doit disposer d'un titre. Alors, pourquoi c'est important que chaque diapositive dispose d'un titre? C'est la même chose que lorsque l'on avait besoin de créer des titres de niveau 1, 2, 3 dans un document Word. C'est que si je me mets en mode plan dans ma présentation PowerPoint, ici, j'ai un plan sur lequel je vois le titre de chaque diapositive. Et là, en l'occurrence, sur les 3 diapositives que j'ai créées, la première dispose d'un titre qui s'appelle Paris. Par contre, les 2 suivantes ne disposent d'aucun titre. Et ça, c'est problématique parce que ça nécessite du coup que la personne non-voyante, par exemple, aille sur la diapositive, la parcourir avec son lecteur d'écran avant de savoir de quoi on parle. Donc, il est préférable que chaque diapositive ait un titre. Alors, comment on fait pour fixer ce problème? Premièrement, là, je suis sur une diapositive sur laquelle je peux aller ajouter un titre. Ce titre va être visuel et je vais pouvoir dire ce sont mes activités à Paris. Donc, je tape simplement mon titre, mes activités à Paris. Très bien. Donc, j'ai ce titre qui apparaît dans le mode plan aussi de PowerPoint. Deuxième diapositive, là, c'est plus problématique parce que j'ai une diapositive avec des images et je n'ai pas du tout envie que le titre apparaisse sur la diapositive. Je veux vraiment que visuellement, ça apparaisse comme ça. Donc, je peux choisir d'ajouter un titre de diapositive qui va être masqué. Et quand je fais ça, ça me rajoute un titre, mais qui est en dehors, globalement, du champ de ma diapositive. Donc, ça veut dire que quand je vais me mettre en plein écran, ce titre n'apparaîtra pas. Et donc, je vais l'appeler photo de Paris. Je l'ai coupé trop tôt, donc il n'a pas pris ce que je lui ai dicté. Bon, ce n'est pas grave. Donc là, maintenant, j'ai bien un titre à chaque diapositive, ce qui va du coup permettre à la personne de pouvoir savoir ce qu'il y a sur les différentes diapositives avant même d'y aller. Si je me mets en plein écran ici, le titre n'apparaît pas, hein, donc il est vraiment masqué. Alors, dernier problème qui est remonté par le vérificateur d'accessibilité de PowerPoint, c'est d'aller vérifier le sens de lecture des différents objets qui se trouvent sur la diapositive. Alors, pourquoi c'est important? Parce qu'une personne non-voyante va utiliser en fait sa touche de tabulation pour naviguer sur les différents éléments présents sur la diapositive, comme on le voit ici, hein, ou Shift tabulation pour remonter, hein, comme on le fait lorsqu'on utilise uniquement son clavier pour naviguer dans un document. Et donc, le sens a vraiment une importance. Et donc, on va aller regarder le sens de ces objets. Le titre a été mis en dernier sur la diapositive, donc il a été mis tout à la fin de la liste. Donc, il faut le prendre et le mettre en tête de liste. Ensuite, ici, j'ai quelque chose qui visiblement, bon, c'est un rectangle qui a dû être mis automatiquement lorsque j'ai choisi d'organiser les diapositives les unes après les autres, mais c'est décoché, donc il ne va pas être considéré en définitive par le lecteur d'écran. Et puis après, j'ai les images qui visiblement sont bien ordonnées correctement. Donc, je vais fermer sens de lecture. Et effectivement, sur la diapositive 2, le sens de lecture pour maintenant est correct. Je vais faire la même chose sur la diapositive 3. Donc, je vais mettre le titre en tête. Ce rectangle qui n'est pas lu, je vais le mettre en haut. La zone avec les pictogrammes dessous, j'ai fait l'effort de changer l'ordre des objets. Et donc maintenant, mon document est considéré comme accessible. Voilà. Alors, on va revenir sur la présentation parce que l'accessibilité d'un document, c'était un premier élément important, mais ce n'est pas suffisant. Alors, je remonte sur ma présentation. Alors, ce n'est pas suffisant. Alors, on a vu la dictée vocale, la traduction, le vérificateur d'accessibilité. Donc, je vous ai mis un slide que vous pourrez récupérer pour voir un peu les exemples, en tout cas les démonstrations que j'ai pu faire. Ça vous permettra éventuellement d'essayer de les refaire par vous-même. Et on va regarder maintenant comment être plus inclusif lorsque l'on présente du contenu.
Philippe, peut-être une ou deux questions. Oui, tout à fait. Jérôme demandait, savez-vous si ces solutions sont proposées également sur les logiciels de type Publisher? Alors, dans Publisher, alors c'est une bonne question. Je n'ai pas regardé Publisher en termes d'outils. Je sais que le vérificateur d'accessibilité doit être disponible dans Publisher. Par contre, je ne pense pas que la structuration du document soit vérifiée. Mais c'est un bon point, je vais regarder de mon côté. Mais c'est un bon point, effectivement. Et il y a Laura qui demande comment peut-on vérifier le sens de lecture. Je n'ai pas vu, désolé, peut-être que tu es allé un petit peu vite. Alors oui, alors le sens de lecture, alors je ne sais pas qui, il y a quelqu'un qui a dû faire quelque chose sur l'écran. Alors, le sens de lecture, si je suis sur une, je vais reprendre mon autre présentation PowerPoint, voilà, qui est là. Je vais aller insérer une nouvelle diapositive, hop, voilà, une diapositive vide. Donc, imaginons que je rajoute sur cette diapositive 2 images. Donc, je vais pas demander à ID de conception de me faire des propositions. Voilà, je vais les ordonner moi-même et je vais aller rajouter un texte en fait sur la diapositive. Logiquement, si je suis l'ordre, on va dire, des objets sur la diapositive, le texte doit être le premier élément sélectionné parce que c'est celui qui est le plus haut. Et ensuite, je dois avoir l'image 1 et l'image 2. Donc, si je sélectionne le texte et que j'appuie sur la touche de tabulation, je suis censé dérouler les éléments dans ce sens-là. Maintenant, imaginons que je choisisse, moi, de réorganiser tous ces objets, de mettre le texte en bas, d'avoir les images en haut, par exemple, et de les avoir inversées. Forcément, quand je vais utiliser le vérificateur d'accessibilité, attendez, je vais masquer ça. Donc, quand je vais dans le menu Révision et que je vais utiliser le vérificateur d'accessibilité, le sens de lecture de cette diapositive fait qu'il me dit j'ai d'abord cette image qui est tout en tête. Ensuite, j'ai cette deuxième image qui est en second et j'ai ce texte qui est en troisième. Or, ce n'est pas le sens visuel que l'on a lorsque l'on parcourt la diapositive. On voudrait que celle-ci soit en premier. Donc, on se contente de prendre le texte correspondant, de le remonter, de lâcher. Et à partir de là, cette image a été bien considérée comme la première. La deuxième, c'est bien celle-là. Le texte apparaît en troisième. Donc là, j'ai réorganisé, j'ai retrié les éléments les uns par rapport aux autres. Voilà. C'est parfait, merci Philippe. Alors, je ferme cette présentation. On revient. Hop. Alors, je ne sais pas pourquoi j'ai un trait bleu qui apparaît. Je pense que quelqu'un s'est amusé avec des outils et je ne peux pas l'enlever. Donc, tant pis. Si la personne qui l'a fait peut le retirer de son côté, ça serait pas mal. Donc là, je suis sur la présentation. Donc, j'ai une présentation et maintenant, je veux pouvoir présenter cette présentation de façon la plus inclusive possible. J'ai différentes méthodes pour le faire. Je vais déjà parler des outils, des solutions numériques. Donc, je suis dans une présentation, par exemple, PowerPoint. Dans ma présentation PowerPoint, je vais avoir la possibilité, dans le menu diaporama, de pouvoir aller là où on a le sous-titrage. J'ai une petite case à cocher, utiliser les sous-titres. Je vais pouvoir, dans les paramètres de sous-titres, regarder dans quelle langue je suis en train de parler. Donc, je suis en train de parler en français, donc j'ai choisi le français. Je voudrais que les sous-titres apparaissent également en français, donc c'est ce qui est sélectionné ici. Je dispose de la possibilité de changer de micro. Donc là, j'utilise un micro externe qui est un micro Yeti Nano, donc très bien. Et je vais pouvoir indiquer à quel endroit je veux que les sous-titres apparaissent. À partir du moment où j'ai cette case qui est cochée, quand je me mets en plein écran, là, globalement, je parle et les sous-titrages vont apparaître sous la diapositive. Voilà, donc ce qui va permettre à une personne qui fait une présentation de pouvoir, bien entendu, être plus inclusive que si elle n'avait pas rajouté les sous-titres. Donc ça, c'est un moyen globalement d'être un peu plus inclusif. Alors, excusez-moi,
il y a visiblement, hop, voilà, des textes qui avaient sauté. Deuxième chose que je vais vous montrer, c'est imaginons qu'on ait un intervenant qui fasse une intervention, par exemple en anglais. Donc, je vais faire une présentation en anglais. Et je veux des sous-titrages qui restent en français, puisque j'ai des participants qui, eux, comprennent mieux le français. So now, for example, if I'm doing a presentation in English, you will see that the subtitle will be in French. Donc là, quelque part, vous permettez à une personne de pouvoir disposer d'un sous-titre adapté donc, dans sa langue, donc en l'occurrence le français, avec un intervenant qui, lui, ne parle pas français. Vous pouvez avoir l'opération inverse. Vous avez un enseignant qui parle français. Vous avez par contre des participants qui ne parlent pas très bien français. Et puis on va par exemple mettre de l'arabe. Je me mets en plein écran. Donc là, je vais faire ma présentation en français et je vais pouvoir disposer en fait d'un affichage qui en l'occurrence est en arabe, donc qui part de la droite vers la gauche, puisque c'est comme ça que s'écrit cette langue. Et donc, grâce à ça, vous permettez d'être plus inclusif par rapport à votre façon de présenter les choses. Voilà. Donc, vous avez différents moyens, différentes façons de faire. Alors, je vais le repasser juste en anglais pour vous montrer, parce que peut-être qu'une majorité des gens ne parlent pas arabe. Donc là, par exemple, je fais ma présentation en français et j'ai bien un sous-titrage qui apparaît en anglais. Donc, si vous avez ne serait-ce qu'une personne étrangère qui parle mal français, vous pouvez, en amont du cours, poser la question, à savoir, est-ce que tout le monde parle bien correctement français? Est-ce que vous voulez que je mette du sous-titrage plutôt en français si on a des gens qui ont des difficultés auditives, plutôt dans une autre langue si on a des gens qui sont allophones? Donc là, c'est à vous d'adapter en fait en fonction de la situation. Alors, on ne peut pas malheureusement avoir les deux. Donc, à un moment donné, il va falloir faire un choix sur ce qu'on met à disposition. Alors, c'est un petit peu différent si on fait de la présentation à distance. Notamment, les outils de visio peuvent permettre, par exemple, de disposer d'un sous-titrage, notamment dans Teams, mais je pense que Zoom et autres peuvent proposer aussi ce type de fonctionnalité. Et donc, vous pouvez très bien mettre du sous-titrage en français, par exemple, dans ces outils, et mettre un sous-titrage en anglais lorsque vous faites votre présentation PowerPoint. Donc là, en mixant les deux, vous allez pouvoir avoir les deux types de sous-titrage. En complément de cette partie outils, entre guillemets, pour le sous-titrage, vous avez aussi une posture à avoir. Alors, je vais vous expliquer pourquoi. Prenons un exemple. Vous démarrez une présentation, vous avez un public que vous ne connaissez pas nécessairement, qui peut être en présentiel, qui peut être en distanciel. Je vais me présenter comme je pourrais le faire dans cette situation. Je pourrais dire bonjour, je m'appelle Philippe Trottin, j'ai un peu plus de 50 ans, j'ai les cheveux gris, je porte des lunettes et je suis en charge de l'accessibilité numérique chez Microsoft. Donc là, j'ai à la fois une description de mon nom, de mon travail, mais aussi de comment je suis physiquement. Et vous pouvez comprendre qu'une personne qui est non-voyante ou malvoyante aura probablement du mal à voir à quoi vous ressemblez. Donc, c'est un peu comme quand vous lisez un roman, on va se faire une image mentale du personnage. Et donc, le simple fait de se décrire permet quelque part d'expliquer aux autres que vous êtes plus ouvert, que vous avez envie aussi de donner une image à ces personnes malvoyantes ou non-voyantes de qui vous êtes physiquement, voilà, pour être plus inclusif. Voilà, c'est une façon de le faire. Le simple fait aussi, mais ça c'est du bon sens, le simple fait de parler clairement, de ne pas parler trop rapidement, d'articuler correctement, donc toute cette partie, on va dire, expression orale, c'est aussi assez important. Et aussi, un point important, quand vous présentez un support, le fait simplement de dire quand vous changez de diapositive. Alors, pas forcément dire là, je change de diapositive, mais par exemple, là, je suis sur une diapositive dans laquelle j'explique comment être inclusif en tant qu'enseignant. Si je change de diapositive, maintenant, je peux dire là, je vais vous parler maintenant de la présentation inclusive des contenus. Donc, le simple fait, au moment où vous changez de diapositive, comme maintenant, de dire là, j'ai changé de diapositive, ou de dire maintenant, je vais vous parler d'eux, va permettre à la personne non-voyante de mentalement se dire ok, donc ce que je viens de voir n'est plus à l'écran, et donc il y a quelque chose d'autre qui est présenté, donc de pouvoir mentalement, globalement, suivre plus facilement votre présentation.
Ce que l'on a fait d'ailleurs aussi dans cette session, c'est de vous proposer, de vous questionner si par hasard à un moment donné, justement, vous aviez des questions, donc vous donnez du temps pour les questions. Ça, c'est important. Et si possible, si vous avez un certain nombre d'utilisateurs malvoyants ou non-voyants, de pouvoir leur diffuser les supports de cours à l'avance. Pourquoi? Parce que la personne en question va probablement, avant la session, avant d'être avec l'enseignant ou le formateur, va pouvoir utiliser son lecteur d'écran pour parcourir rapidement le support qui a été fourni. Et donc, ça va lui permettre, quand elle participera au cours, de pouvoir poser des questions en connaissance de cause. Parce qu'en tant que formateur, vous n'allez pas forcément décrire l'intégralité de ce qui est sur l'écran. Le support de cours est là simplement pour supporter votre discours. Mais peut-être que la personne non-voyante va avoir une question sur un point bien particulier du support de cours. Et si vous ne le décrivez pas en tant que formateur, elle n'aura pas l'opportunité de vous poser la question. Voilà. Donc ça, c'est très, très important de pouvoir comme ça fournir ce support. Alors, on a vu PowerPoint, on a vu le sous-titrage. On a aussi la même chose disponible dans un environnement comme Teams. Donc, dans un environnement comme Teams, on peut aussi activer des sous-titres. Alors, je ne sais plus si j'avais une diapositive pour ça. Non, je n'ai pas de diapositive pour ça. Donc, normalement, il y a un menu autre avec 3 petits points dans lequel on peut faire activer les sous-titres. Là, malheureusement, on est sur Zoom, donc je ne pourrais pas vous faire la démonstration. Et lorsque l'on a activé ces sous-titres, on a la possibilité derrière de changer la langue de sous-titrage. Cette démonstration-là, je ne vous la ferai pas, mais sachez que ça existe et que vous pouvez donc du coup bénéficier de ces sous-titres dans Teams. On est arrivé à la fin de la présentation, donc on a du temps pour les questions. Est-ce que vous avez des questions? Alors, je crois qu'il y en a une encore. Oui, il me semble que Jérôme a reposé une question. Quel niveau de connexion faut-il avoir pour que ces solutions de sous-titrage fonctionnent de façon fluide? Alors, ça peut être une connexion même téléphone. Hein. Moi, de temps en temps, sur certains événements, j'ai malheureusement que de la 4G avec mon téléphone pour pouvoir faire des présentations. Alors, évidemment, les points importants pour le sous-titrage sont les suivants. Petit 1, il faut évidemment que l'ordinateur entende bien ce que vous êtes en train de présenter. Donc, si vous êtes un formateur et que vous êtes debout dans une salle, si vous avez le PC qui est orienté vers vous avec le micro du PC, ça peut être suffisant s'il n'y a pas trop de brouhaha dans la salle. Si vous avez besoin d'améliorer le signal audio avec l'ordinateur, vous pouvez faire comme je le fais moi, par exemple chez moi, j'ai un micro externe. Le micro externe, un micro direct, et vous pouvez aussi mettre un micro cravate, un micro Bluetooth cravate qui vous permet finalement d'optimiser la voix et de l'avoir au plus près de votre bouche. Donc là, dans toutes ces situations-là, le signal sonore va être capté dans de bonnes conditions. De la même façon, si on est dans un événement, par exemple, il est de bon ton que la source sonore, donc ça peut être un micro, la source sonore soit bien entendue par l'ordinateur qui va s'occuper du sous-titrage. Voilà. Donc ça, c'est vraiment la captation du signal sonore. Après, pour optimiser aussi ce sous-titrage, il faut quelque part s'assurer qu'on a bien une connectivité, qu'on n'a pas des déconnexions permanentes. Par contre, le débit utilisé par le réseau n'est pas forcément très, très important. Alors, on peut avoir quelque chose de compliqué quand on fait une présentation en hybride, parce qu'on a une partie de la bande passante qui est prise par les personnes qui sont connectées à distance, avec lesquelles on va partager un support, que ce soit un support de type présentation PowerPoint, mais que ça peut être un support de type vidéo. Donc, si on est en train de jouer une vidéo, de parler au-dessus de la vidéo, alors qu'on a une diffusion qui se fait en hybride avec des gens à distance, eh ben, il est possible que si la qualité réseau ne soit pas suffisante, quand vous parlez au-dessus de la vidéo, la bande passante ne soit pas suffisante pour que le sous-titrage fonctionne bien. Voilà. Donc, si on est dans un cas de présentation très classique, c'est-à-dire un support de type visuel, document ou présentation PowerPoint, avec une connexion classique, même une connexion 4G, ça va fonctionner.
Alors, on avait également une question de Blandine. Est-ce que les sous-titrages restent hors présentation? Est-ce que c'est enregistré? Alors, non. Alors, le support, enfin, on va dire, quand on va faire une présentation PowerPoint avec un sous-titrage, le sous-titrage n'est pas permanent, donc on ne peut pas le récupérer comme ça. Par contre, on peut très bien enregistrer son écran. Donc ça, je vais vous le montrer. Donc, si je suis sur PowerPoint et que je vais… Alors, attendez, je vais masquer ça. Quand je vais dans le menu « Enregistrer » ici, je vais avoir la possibilité d'enregistrer mon écran. Donc, je peux sélectionner la totalité de mon écran, lancer l'enregistrement. Donc, je vais revenir sur mon support PowerPoint. Je vais me mettre en plein écran. Donc là, par exemple, je vais parler avec un sous-titrage qui va apparaître. J'arrête mon enregistrement PowerPoint, donc ça me crée en fait une petite vidéo. Et si je joue cette petite vidéo, je vais me mettre en plein écran. Donc là, par exemple, je vais parler avec un sous-titrage qui va apparaître. Voilà. Vous avez vu, dans la vidéo que j'ai créée, j'ai bien capturé le sous-titrage. Donc, ça veut dire que vous pouvez très bien, avant une réunion, avant une présentation que vous faites, même en présentiel, même si vous n'avez pas d'outil de visio, vous pouvez très bien enregistrer votre écran. Donc, ensuite, vous créez une nouvelle présentation sans rien. Donc, vous retirez tout ce qui peut exister dessus. Vous copiez en fait cette vidéo. Vous avez juste à aller dans lecture, dire que vous voulez lire en mode plein écran cette vidéo et que vous voulez que ça démarre de façon automatique. Vous allez dans le menu fichier, enregistrer sous ce PC et vous allez lui donner un petit nom. Donc, je vais mettre ça sur mon bureau. Je vais l'appeler test vidéo. Je vais choisir comme type un format MP4, donc vidéo, enregistré. Et donc là, quelque part, ça va me créer le fichier MP4, donc le fichier vidéo de ma petite présentation avec mon sous-titrage. Donc on va attendre que l'exportation soit faite. Voilà, c'est le cas. Donc la vidéo est exportée avec succès. Donc si maintenant je vais sur mon bureau, hop, on va aller sur le bureau, là j'ai ma petite vidéo qui apparaît, qui est disponible. Je vais me mettre en plein écran. Donc là, par exemple, je vais parler avec un sous-titrage qui va apparaître. Voilà. Donc vous avez aussi la possibilité, évidemment, par rapport à cette présentation, vous avez la possibilité de découper la vidéo, donc de dire, moi, je veux que ça commence voilà, au moment où je suis en plein écran. Donc, hop, je vais considérer que je prends juste cette séquence-là, je fais OK. Et donc, quand je vais créer le fichier vidéo, il n'y aura que cette séquence-là qui sera enregistrée dans le fichier vidéo. Donc là, par exemple, je vais parler avec un sous-titrage qui va apparaître. Voilà. Donc ça, c'est très, très simple à faire. Et ça peut vous permettre justement de créer une présentation ou un support, entre guillemets, vidéo avec du sous-titrage. Dernière solution, si vous êtes dans Teams, vous avez la possibilité donc d'enregistrer à la fois votre réunion et d'enregistrer en même temps la transcription de la réunion. Ça veut dire que tout ce qui est dit pendant la réunion par les différents interlocuteurs, donc ça peut être un cours, ça peut être une réunion classique, tout ce texte-là va être stocké dans un fichier texte que vous allez pouvoir exploiter par la suite. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, je crois qu'il y en a une dernière de Nadine. Dans PowerPoint, les zones de texte sont-elles lues par les lecteurs vocaux ou sont-elles considérées comme des images nécessitant aussi un texte de remplacement? Alors, les images de PowerPoint, vous dites par exemple, c'est ça? C'était ça le… Les zones de texte sont-elles lues par les lecteurs vocaux ou Oui. sont-elles considérées comme des images? Non, non, les zones de texte sont lues, donc il n'y a pas besoin, il n'y a pas forcément besoin, effectivement, si je rajoute simplement une zone de texte comme ça avec test de fonctionnement, cette zone va être lue. Par contre, imaginons qu'on veuille rajouter aussi un petit icône, bon, je vais mettre n'importe quoi, je vais en prendre un au hasard. On a ici une image et on a ici un texte. Et puis, imaginons qu'on refasse ça, mais plusieurs fois. Donc, alors, ça pourrait être des images et des textes différents, mais imaginons que j'ai une diapositive qui ressemble à ça.
moi, ce que je conseille de faire pour rendre accessible le plus facilement cette présentation, c'est de grouper ces éléments. Alors, je vais appeler ça test de fonctionnement 2, test de fonctionnement 3, test de fonctionnement 4. Voilà, comme ça, j'ai quelque chose d'exhaustif. Moi, ce que je conseille toujours, c'est de grouper ça ensemble, parce que c'est le même élément, c'est juste un élément graphique et un élément textuel, d'ouvrir la zone de texte de remplacement et de copier le texte qui est ici dans le texte de remplacement de ce groupe. Et donc, je vais faire la même chose ici. Donc, je vais faire grouper, grouper, hop, grouper. Donc là, je l'ai fait 4 fois. Et je vais simplement prendre le texte ici, resélectionner la zone, faire un copier-coller. Donc, c'est vrai que ça peut être un petit peu gênant, mais à faire. Par contre, ça va être beaucoup plus simple quand je vais avoir à retrier les objets les uns par rapport aux autres. Par exemple, si, imaginons que j'ai besoin de retrier, donc je vais aller dans mon menu révision, lancer le vérificateur d'accessibilité. Là, il me demande de vérifier le sens de lecture. Si je n'avais pas créé ces 4 groupes, j'aurais 8 éléments présentés ici et il aurait fallu que j'ordonne les 8 éléments les uns par rapport aux autres. Je vais vous montrer, je reprends les zones, je vais faire dissocier. Donc là, je me retrouve à être obligé de donner un sens de lecture à tous ces éléments-là, ce qui est assez complexe. Alors que quand vous avez groupé les éléments, vous allez choisir ce groupe et vous allez dire bah, celui-là, il est en premier. Celui-là, il est en deuxième, celui-là, il est bien en troisième, celui-là, il est en quatrième. Vous avez fini de leur donner les objets les uns par rapport aux autres. Donc, ça va être plus simple. Voilà. Mais si vous n'avez qu'une zone de texte, bien entendu, elle va être lue par le lecteur d'écran. Il n'y a pas d'autres questions, Philippe, donc on peut peut-être présenter les ressources handicap formation. En tout cas, je tenais vraiment à te remercier parce que moi j'ai eu beau suivre 2 fois ce webinaire, j'ai l'impression d'en apprendre à chaque fois un petit peu plus. Je pense que pour tout le monde, ça nécessite une réappropriation un petit peu à la fois de ce support, de ce webinaire et puis des petits tutoriels vers lesquels tu nous as orientés. Je pense qu'effectivement, ça peut faire partie de nos petits devoirs de vacances, de s'entraîner, mais je pense qu'il faut pratiquer pour vraiment avoir le sentiment de maîtriser toutes ces nouvelles spécificités de Microsoft. En tout cas, très, très complète. Merci beaucoup. Avec plaisir. Alors, les ressources handicap formation, pour celles et ceux qui ne connaissent pas, juste vous faire une rapide présentation. Voilà. Il y a eu la loi de 2005, il y a eu la réforme de la loi formation. Tout cela a finalement œuvré pour essayer de travailler sur favoriser un droit commun plus inclusif. Et quand on parle de droit commun, évidemment, il y a tous les acteurs de la formation. Donc la GFIP a réfléchi à créer une offre de service, portée par les ressources handicap formation qui se sont déployés sur l'ensemble des territoires. Aujourd'hui, sur l'ensemble du territoire national, vous avez des ressources qui sont présentes et qui sont là pour vous accompagner dans vos démarches, dans vos réflexions. Voilà. Alors, nous ne le faisons pas seuls, c'est-à-dire que ça a été vraiment impulsé, initié par la GFIP, puisque ça relevait, c'est parti finalement d'une expérimentation en Nouvelle-Aquitaine au départ. Mais nous le faisons en fait en étant de concert avec l'ensemble des acteurs régionaux sur les territoires, à savoir l'État, les conseils régionaux, le Fonds d'insertion pour les personnes handicapées de la fonction publique, Pôle emploi et l'Agence régionale de la santé quand cela est possible. Voilà, nous sommes dans une configuration de copilotage en fait de ces ressources parce que c'est important pour nous que cette offre de service s'adosse au droit commun, aux politiques notamment régionales de formation. Voilà, donc notre ambition, mission des ressources handicap formation, c'est vraiment de rendre les acteurs de droit commun plus inclusifs et donc du coup de rendre accessibles les formations de droit commun aux personnes handicapées et donc de développer une offre de formation plus inclusive. Alors on va revenir sur la slide suivante sur l'offre de services que nous avons conçue en 3 volets. Le premier volet porte sur l'accessibilité.
Donc c'est l'accessibilité au sens large, hein, c'est vrai que Philippe le rappelait très justement en introduction de ce webinaire, c'est à la fois l'accessibilité pédagogique, et on voit aujourd'hui à quel point tous ces outils, toutes ces fonctionnalités nouvelles vont vous permettre et nous permettre aussi de rendre voilà, nos supports, nos formations, nos sensibilisations plus accessibles. Mais c'est beaucoup plus large que ça, en fait. Ça porte aussi sur l'accessibilité des locaux, sur l'accessibilité numérique. Donc c'est beaucoup plus large. Et les ressources handicap formation sont là à la fois pour vous accompagner dans vos réflexions, sensibiliser également d'autres acteurs, puisque nos interlocuteurs sont les ressources handicap formation, mais évidemment que ça ne repose pas uniquement sur les ressources handicap formation, enfin sur les ressources handicap d'organismes de formation. Donc il y a bon nombre d'acteurs en interne dans les centres de formation et les CFA sensibilisés sur ce sujet. Donc voilà, on travaille beaucoup. Pour nous, c'est vraiment l'entrée en matière. C'est voilà, de travailler sur l'accessibilité au sens large. Et donc pour cela, on a des outils à vous proposer, en tout cas un accompagnement que l'on délivre à la fois en individuel et en collectif. Le deuxième volet de l'offre de service porte sur la compensation, et là on est bien sur la compensation de situations individuelles, de personnes, voilà, d'apprenants en situation de handicap qui se présentent dans vos organisations. Et là, l'idée, c'est également de vous appuyer, mais je dirais qu'on n'est pas forcément tout de suite dans l'apport de solutions. On est plus là pour vous accompagner dans le questionnement, les bonnes questions à se poser, les bons réflexes à avoir, vous permettre d'identifier les acteurs à mobiliser, vous faciliter la mobilisation de ces acteurs, les mettre autour de la table, et ensemble de partir de situations individuelles pour essayer de voir finalement quel est le passé de la personne, quelles sont les solutions qui lui avaient été prodiguées auparavant, quelles sont aujourd'hui les solutions de compensation à mettre en œuvre, bref, toute une réflexion à avoir de manière collégiale. Et là aussi, voilà, on est dans l'apport de l'offre de service est individuelle, mais là, on est en train de réfléchir aussi à essayer de développer des approches peut-être plus collectives pour aussi faire plus de partage de bonnes pratiques entre référents handicap. Et le troisième volet, qui est un peu au service des deux premiers volets, vous l'aurez compris, c'est l'offre de professionnalisation. Par exemple, ce webinaire fait justement partie de cette offre de service. Vous avez les ressources handicap formation sur vos territoires qui vous proposent également des webinars, des ateliers pratiques, des réunions entre référents handicap. Donc ça participe à l'animation de réseau. Et puis au niveau national, nous vous proposons effectivement depuis quelques mois, depuis le mois de mars, un certain nombre de webinaires et d'ateliers. Et l'année prochaine, nous allons travailler à un module de professionnalisation nationale avec un parcours différents sous-volets, on va dire, de formation, de professionnalisation, de sensibilisation. On essaiera d'aller plus loin justement que la sensibilisation. Mais l'idée, c'est vraiment de vous acculturer, de vous professionnaliser sur le sujet du handicap, mais plus globalement sur l'accessibilité numérique et sur la compensation, voire également sur la métacognition. Voilà, on a eu un très beau webinaire avant-hier sur le sujet. Donc cette professionnalisation, elle a vraiment pour objectif de vous permettre de vous autonomiser aussi sur le sujet et peut-être vous-même aussi d'apporter de l'information auprès des acteurs de vos organisations. Alors nos prochains rendez-vous, on en a deux. Le prochain est avec Philippe. Alors là, on était plutôt sur un format webinaire, plutôt assez nombreux. Aujourd'hui, on était près de 70. On a eu des webinaires où on était plus de 150. À la rentrée, à partir de septembre, on vous propose des formats en plus petits comités, peut-être pour entrer peut-être un peu plus dans la pratique, Philippe, Oui,
L'idée, en fait, c'est qu'effectivement, vous puissiez suivre en fait ces ateliers en ayant votre ordinateur allumé à côté. Je procéderai à quelques démonstrations et vous pourrez répliquer, entre guillemets, ces démonstrations de votre côté, donc avec quelques petits exercices qui vous seront proposés. Et puis, on vous partagera aussi le contenu de ces ateliers de façon à ce que vous puissiez vous-même essayer de reproduire voilà, les différents exercices. Donc, on essaiera de le faire en ligne. L'objectif de limiter à 30 participants, c'est principalement pour augmenter l'interactivité qu'on peut avoir. À 100, c'est plus compliqué effectivement de pouvoir s'assurer que par exemple tout le monde a été en capacité de reproduire l'exercice. Donc on fera ça en petit comité. Puis dans la mesure où ça va être le premier, on verra en fonction de l'appétence des gens à le suivre. Éventuellement, on en créera de nouveaux. Donc ça, on verra ça au fur et à mesure. Je tente de remettre ma vidéo pour que vous puissiez me voir. J'espère que vous m'entendez bien. J'ai des petits problèmes de connexion instable aujourd'hui. Voilà. Ensuite, le deuxième webinaire que nous vous proposons, c'est celui du 27 septembre. Alors, il sera peut-être plus en format de 2 heures. Et donc, on reviendra sur la présentation des grands principes de la métacognition. Alors, le titre est très, je dirais, donne très envie en tout cas. Présentation de grands principes de la métacognition, comment agir sur la réussite scolaire. Je pense que c'est une thématique, un sujet qui vous tient à cœur. Et donc ce webinaire fait suite à celui que nous avons tenu mardi, où nous avons fait une sensibilisation finalement aux troubles du neurodéveloppement. Donc là, le replay de ce webinaire sera très prochainement sur notre site. Donc voilà, donc le principe est le même, vous vous inscrivez toujours pareil sur la page acteurs de la formation sur le site de la GFIP, et en dessous de cette page-là, tout en bas, vous verrez, vous avez accès aux ressources pédagogiques, donc les différents PowerPoint, voire fiches techniques beaucoup plus complètes qu'a pu nous faire Elsa Giroud d'InnovHand. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir ces ressources, et les replays, encore une fois, seront sur le site très prochainement. Certains webinaires devaient être resous-titrés à certains endroits, donc ça prend un petit peu de temps. Voilà, les prestataires qui nous font ça demandent un petit peu plus de temps. Je crois en avoir terminé. Voilà, sur la page acteurs de la formation, vous avez évidemment vous avez toutes les informations qui vous concernent. La grille d'évaluation pour justement évaluer les besoins de compensation et comment solliciter les aides de droit commun, les aides de l'OPCO ou les aides de la GFIP. Vous avez des petits tutos, vous avez l'annuaire surtout, des ressources handicap formation, de manière à pouvoir les contacter directement. J'ai manqué à tous mes devoirs, je ne me suis pas présentée en tout début de webinaire. Moi, je suis Sandrine Roy et ma collègue Pascale Borgi, je ne sais pas si elle est toujours présente. On est là toutes les deux. On est en appui des ressources handicap formation sur les territoires. On intervient au niveau national et on est là en appui sur la coordination des ressources handicap formation. Voilà. Écoutez, je ne sais pas si vous avez des dernières questions. Oui, on avait laissé effectivement, mais les dates ne sont pas à jour. Je vous en dis quelques mots peut-être sur All Inclusive. C'est une action qui a été retenue dans le cadre des appels à projets innovation de la GFIP l'année dernière. Et c'est une formation finalement qui est proposée à la fois aux référents handicap de CFA et les enseignants formateurs dans le cadre on va dire, de notre engagement sur le développement de l'alternance. Donc c'est vraiment spécifique au CFA. Et donc nous prenons en charge une grosse partie finalement des coûts pédagogiques de cette formation, mais on y a un petit reste à charge pour les stagiaires. Et puis certains OPCO aujourd'hui proposent aussi de prendre en charge ce delta, ce reste à charge, notamment l'OPCO Atlas, mais à voir avec d'autres OPCO. Et alors ce sont des formations qui évidemment sont beaucoup plus complètes que celles que vous pouvez trouver au travers des webinaires. Là on va un petit peu plus, c'est vraiment de la formation, c'est plus de la sensibilisation. Donc voilà, vous avez ces propositions, et puis vous avez également les modules de qui sont proposés par les RHS sur justement les remissions des référents handicap. Donc voilà, n'hésitez vraiment pas à les contacter. J'en ai fini, je crois voilà, c'était on avait repris en fait un vieux Padlet, mais il n'est plus d'actualité. Je vous remercie infiniment. On est vraiment pile poil dans les temps. Engagement. Voilà. On a eu un artiste qui a voulu faire du dessin sur ton PowerPoint. J'ai pas C'est la première fois. Voilà.
On espère que en tout cas, voilà, les objectifs qui étaient visés au travers de ce webinaire ont répondu à vos attentes. Et on vous remercie pour vos participations, vos présences, et on espère vous retrouver bientôt lors de prochains webinaires. Un très bel été en tout cas à tous et à toutes, de très bonnes vacances, et revenez en forme à la rentrée. Merci, bonnes vacances à tous et à toutes. Merci Philippe, au revoir. Au revoir.